Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière. Ça fait depuis 2017 que je vous partage mes courses. Au début, je vous parlais même pas, maintenant je vous explique un peu plus de choses, mais parfois avec un jargon un peu trop technique. C'est pourquoi j'ai décidé de vous démocratiser un petit peu plus ce milieu qui est le sport mécanique, avec une vidéo qui vous explique toute la préparation d'une saison et le déroulement d'un week-end de course. Alors la vidéo risque d'être un petit peu longue, alors prenez une petite boisson chaude, de quoi grignoter, installez-vous bien. Et je vous souhaite une bonne vidéo et à très vite sur les circuits. Coucou, donc comme je vous l'ai expliqué, l'objectif c'est de vous démocratiser les termes du sport mécanique et on va se concentrer sur le côté historique vu que je roule en historique. J'ai décidé de vous expliquer tout ça en prenant en fait l'organisation d'une saison de A à Z, et une saison c'est pas juste les courses, il y a plein d'autres choses avant. Donc déjà ça va commencer par la voiture que vous allez prendre si vous prenez une berline, ce qui se rapproche des voitures qu'on a tous les jours. Un proto, ce qu'on va retrouver aux 24 heures du Mans, qui ne roule pas du tout sur la route. Si vous en voyez une sur la route, c'est qu'il y a un problème. Ou d'une monoplace, qui est la catégorie des F1. Si vous en voyez aussi une sur la route, c'est qu'il y a aussi un problème. Donc si vous avez pris une voiture d'après 2015, vous allez partir en moderne. Si vous avez pris une voiture d'avant 95, vous partez en historique. Si elle est entre les deux, elle va mieux pas. C'est un peu, il y a une période où une voiture est plus moderne et une période où une voiture n'est pas encore historique. Vous avez une voiture historique, vu qu'on va parler ici, je vous l'ai dit, des voitures historiques. Est-ce qu'elle a un PTH? Un PTH, qu'est-ce que c'est? C'est un passeport technique historique. Dans les voitures qu'on a, la Caterham n'en a pas, la Chevron non plus. La F2 on a un, la F1 aussi et la Lotus Europa aussi. Un PTH, c'est l'histoire de la voiture. C'est ce qui va regrouper toutes les épreuves qu'elles ont fait quand elles étaient les voitures modernes à l'époque et qui les a pilotées. Et pour pouvoir les conduire en historique, il faut qu'elles respectent certaines conditions, certaines spécificités de l'époque à laquelle elles ont roulé. Et donc certaines modifications ne sont pas possibles. Les modifications qui sont possibles sont surtout liées à la sécurité du pilote. Donc maintenant que vous avez votre voiture, qu'elle a son PTH ou qu'elle n'en a pas, et ben vous allez choisir quel type d'épreuve vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire du rallye? Est-ce que vous voulez faire la course de côte? Est-ce que vous voulez faire du sprint ou de l'endurance? Ceux qui suivent mes vlogs savent que je fais de l'endurance et du sprint et de l'endurance soit avec HVM et full endurance avec V2V. Mais en historique, vous pouvez aussi retrouver Peter Auto qui organise le Mans classique. En fait, ça va être les trois grands organisateurs de courses historiques en France. Peter Auto va proposer des courses qui vont être en Europe, ce que va pas forcément proposer HVM. Et V2V peut faire aussi des courses en Europe. Et V2V va organiser les 2 tours d'horloge, qui est aussi une course de 24 heures sur le circuit du Paul Ricard, auquel on a participé. Une fois qu'on a choisi le plateau dans lequel pouvait rouler notre voiture, et ben on va choisir avec quel organisateur on va. Donc du coup, les trois que je vous ai dit, vu qu'on est en historique, rien n'empêche de faire des courses chez l'un et chez l'autre pendant la saison. On va choisir, quand on a un pilote, logiquement, de faire un championnat complet. Donc de privilégier les week-ends d'un seul organisateur, d'un seul plateau. Mais il se peut que le plateau, donc un plateau, c'est ce qui va regrouper votre catégorie sur un week-end de course. Je vous mets les différents plateaux, par exemple, qu'on retrouve chez HVM. On a le Trophée Lotus, la Formule 3, la Formule Renault, la ZAV, le Salon Car, les Maxi 2000, je crois. Je pense que j'aurais réussi à mettre tous les logos à peu près. Mais certains plateaux peuvent aller faire des courses sur d'autres week-ends de course, comme HVM peut organiser des week-ends où il n'y a pas tous les plateaux. Par exemple, le Grand Prix de France historique, vu que c'est censé reprendre un peu les catégories reines du Grand Prix de France, on va pas retrouver tout le monde, on va retrouver principalement les monoplaces. Et par exemple, certains plateaux peuvent être invités sur certains événements, comme par exemple l'année prochaine, pour 2022, on va être invité en Belgique, à Spa, avec l'ASAV et le Sport Protocol, je crois, et certainement d'autres plateaux qui sont principalement en historique tour de HVM. Une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, qu'on a la voiture, le championnat, tout est calé, il faut préparer la voiture. Là, il y a deux options. Nous, ce qu'on fait principalement, à part pour la F1, on fait ça nous-mêmes. On peut envoyer des fois les moteurs chez des préparateurs, mais la plupart du temps, c'est mon père et des amis à lui qui s'occupent de les préparer. C'est les mêmes personnes qui nous accompagnent sur les courses. Si vous prenez l'option du préparateur, ça se trouve, c'est même lui qui vous a aidé à choisir la voiture et à choisir quel championnat vous allez faire par rapport aux voitures qu'il a l'habitude d'entretenir. Un préparateur, ça choisit principalement à sa spécialité. Par exemple, si vous êtes en Trophée Lotus, il y a plusieurs préparateurs qui sont des préparateurs du Trophée Lotus, qui ont l'habitude des moteurs des Lotus 7 et des Caterham. Après, toutes les voitures doivent avoir un extincteur, un harnais et un siège aux normes, un arceau. Il va falloir aussi, dans la préparation de la voiture, avoir l'outillage pour s'en occuper, parce que par exemple, quand vous prenez des voitures anglaises,
comme chez nous, chez Sport Meca, il ne faut pas avoir des clés, des outils français. Il faut avoir aussi l'outillage anglais. Et puis du coup, il faut aussi prévoir les pièces de rechange, les pièces d'usure de la saison. Donc ça, c'est toute une préparation à faire pendant l'hiver et bien avant la saison, parce que si après il y a des pièces qui sont plus dures que d'autres à avoir, et ben on peut se retrouver bloqué en arrivant à la première course. Même si on est en historique, on peut avoir un peu des éléments un peu technologiques qu'on va appeler des acquisitions de données, ou par exemple au minimum un alphano. Mais l'alphano n'est pas autorisé dans tous les championnats. L'alphano, c'est un système de chronométrage qui nous permet d'avoir plein d'informations sur notre volant, par exemple en combien de temps on a fait le tour. Le circuit, il va être divisé en plusieurs zones, donc on va même pouvoir savoir s'il y a une zone où on a été plus rapide que le tour d'avant juste dans cette zone, ou si on a amélioré toutes les zones, mais par exemple en Trophée Lotus, il n'est pas autorisé. On peut avoir des acquisitions de données, par exemple si vous avez un préparateur, lui ça va pouvoir le permettre de savoir que quand vous lui dites que vous avez pris 5000 tours et que la voiture elle avançait pas, il va vous dire non, t'étais qu'à 4005. Parce que vous avez mal vu l'aiguille, ou je sais pas, ou quand il vous a dit de pas dépasser 7000 tours et que lui quand il branche, il voit que vous avez mis 7800, si vous pétez le moteur, ça va pas être de sa faute, ça va être de votre faute, vous n'avez pas respecté les consignes. Il va pouvoir aussi voir par exemple la puissance que vous avez mis sur l'e-pédale, plein d'indicateurs en fonction des capteurs qui seront branchés sur l'acquisition de données. On se rapproche vraiment du fonctionnement des voitures plus modernes. Mais ça peut totalement s'adapter sur une voiture historique. Bon, on a préparé la voiture, elle est prête, elle attend qu'une chose, c'est d'être chargée dans la remorque. Donc si vous n'avez pas de préparateur, bah, logiquement vous avez votre remorque, donc le permis adapté et le véhicule pour tracter. Si vous avez un préparateur, ça peut être lui qui s'occupera pendant la saison du chargement, ou si vous accompagne pas sur les courses, ce sera vous. Donc tous les cas, il va falloir prévoir un moment que la voiture elle a un moyen d'être tractée. Elle est prête, maintenant c'est à votre tour de vous préparer. Et ben on va commencer par une petite visite médicale chez votre médecin traitant pour pouvoir faire votre demande de licence. Pour faire votre demande de licence, vous allez passer par une NASA. Donc souvent on prend celle qui est la plus proche de chez nous. Par exemple quand on est à Bourges, il y a celle, la Jacques Coeur je crois, et celle où on est, la NASA La Châtre. La NASA Jacques Coeur s'occupe de la course de côte de Sancerre, et la NASA La Châtre s'occupe de la gestion du circuit de la Châtre et d'organiser un slalom sur le circuit et des journées d'entraînement moto et voiture sur le circuit, et avec des tarifs préférentiels pour ses adhérents. Donc une fois qu'on a fait la visite médicale, que le médecin a rempli le petit formulaire, on remplit le nôtre, on l'envoie à la fédération qui demande à l'ASA si on a bien payé la cotisation à l'ASA. Donc une fois que tout ça est validé, on reçoit notre licence avec une petite fiche, avec des petites infos, tous les droits qu'on a, les accès, les réductions qu'on a sur certains sites que la Fédé nous offre. Et on va en avoir besoin de ces réductions parce qu'il va falloir aussi, après avoir équipé la voiture, nous équiper nous. Donc l'équipement d'un pilote, ça comprend une paire de chaussettes inifugées, un caleçon inifugé, un t-shirt inifugé, une cagoule toujours inifugée, une combinaison, une paire de chaussures et des gants aux normes FIA et pareil, aussi inifugés. Un système Simpson ou Hans qui va servir en fait à protéger vos cervicales. Moi je suis passée en système Simpson parce que le Hans, mis à part les versions carbone, ça fait quand même pas mal de poids sur les cervicales et j'en souffrais. L'avantage du Simpson, c'est que d'une voiture à l'autre, il n'y a pas de différence, alors qu'un Hans, il y a différentes inclinaisons. Et suivant si vous êtes en berline ou en monoplace ou en proto, vous ne pouvez pas rouler avec le même Hans parce que ça va vous tirer la tête, ça va pas vous mettre la tête dans la bonne position pour conduire la voiture. Donc ça s'adapte moins. Et l'avantage du Simpson aussi, Oreca, s'il vous plaît, sponsorisez-moi. Je suis en train de vendre le produit que vous m'avez vendu. L'avantage du Simpson aussi, c'est que si vous roulez avec une voiture de ville sur circuit qui n'a pas de harnais, bah vous pouvez quand même le mettre alors que le Simpson, alors que le Hans, il va se relever. Bon, la voiture est prête, le pilote, il a son... J'ai bien dit qu'il fallait un casque quand même, j'ai pas oublié qu'il fallait un casque. Si, j'ai oublié qu'il fallait un casque. Pareil, le casque, il doit être homologué. Donc une fois que les deux sont prêts, l'âne qui va être au volant et la voiture, il va falloir la tester. Et il va falloir aussi que le pilote se prépare. Pour ça, si vous êtes avec un préparateur, logiquement, lui, il va bloquer un circuit où il va emmener plusieurs de ses clients pour faire des tests d'avant-saison. Donc vous allez le suivre. Suivant le préparateur, il va vous coacher aussi. Ça dépend les préparateurs, les prestations que vous prenez. C'est propre à chacun. Si vous n'avez pas de préparateur, que votre voiture est chez vous, bah vous avez plusieurs solutions pour avoir des track days, parfois directement avec le circuit. Je crois que Bourg-en-Bresse, c'est directement avec le circuit. Un track day, c'est une journée de roulage libre. Juste, on ne va pas faire rouler une monoplace en même temps qu'une berline. Donc, il va y avoir des créneaux suivant les types de voitures. Mais chacun roule le temps qu'il veut dans le créneau horaire. Et il roule entre guillemets comme il veut, bien sûr, en respectant les sécurités. Donc, ça permet de faire des tests, de faire des réglages sur les voitures.
Et aussi au pilote d'apprendre à apprendre des trajectoires si par exemple il n'a jamais roulé. Et aussi ce que peut faire le pilote pour bien apprendre à connaître sa voiture et à se préparer à la saison, ça va être de faire des coachings. Il y a pas mal de coachs en France. Il y a des coachs qui sont des coachs pilotes et qui ont un brevet de coaching. Et il y a des personnes qui ne sont pas pilotes automobiles, de compétition et qui ont ce brevet aussi. Donc, suivant ce que vous avez besoin au niveau coaching, vous allez vous orienter plus vers l'un que vers l'autre. Ce que vous allez pouvoir faire aussi avant la première course de la saison, si vous n'avez jamais roulé sur le circuit, c'est étudier des vidéos du circuit. J'ai essayé de vous mettre des chaînes YouTube, si j'y pense, de personnes qui expliquent super bien les trajectoires. Et si vous avez déjà roulé sur les circuits, c'est reprendre vos vidéos des années précédentes et les étudier. Donc là, on va parler des différents circuits de France parce que je sais que quand je débriefe, je vous parle des circuits comme si tout le monde les connaissait. Donc je vais prendre la liste des circuits qu'on va retrouver sur le calendrier d'HVM. Je me pousse pour avoir la place de le mettre en grand en 2022. Donc le premier circuit qu'on va voir, c'est Manicourt. Manicourt, personnellement, ça va, c'est un circuit que je connais. Donc par exemple, à Manicourt, les virages, il y a Estoril, il y a le Adélaïde, le 180, après il y a un pif-paf, après on va arriver vers le virage du lycée, le château d'eau, je sais jamais dans quel sens c'est. Par exemple, moi je vais vous dire en débrief, j'ai freiné en sortie de la ligne droite des stands, j'aurais pas dû, du coup je suis arrivée trop lentement dans Estoril, et après j'ai freiné trop tôt dans Adélaïde, et j'ai freiné trop tard dans le 180 par exemple. Donc là vous êtes en train de vous dire de quoi elle parle la dame. Donc je vais essayer du coup en 2022 d'à chaque fois d'essayer de vous mettre... le plan du circuit, du coup là je vais vous les mettre, donc au pire je mettrai des petits i sur cette vidéo pour que vous compreniez. Mais souvent quand je donne des mots genre Estoril, Adélaïde, c'est des noms de virages, ou 180, chicane c'est un endroit où ils ont décidé qu'ils vont arriver trop vite et qu'il faut vraiment casser la vitesse. Une chicane ça va vraiment genre être, on va devoir faire comme ça, c'est-à-dire genre vraiment devoir arrêter la voiture pour pouvoir bien tourner et repartir. Donc Manicourt c'est un circuit qui a un petit peu de relief mais pas beaucoup. Derrière, on va au Val de Vienne, pareil, pas vraiment de relief. Les noms des virages, je les connais plus. J'ai roulé il y a 2 ans et j'ai pas retourné cette année et je me souviens pas. Au Val de Vienne, ici, il y a un virage bien connu, c'est le trop tard parce qu'on a tendance à freiner trop tard et du coup aller tout droit. Ensuite, on va aller dedans. Là, on rentre dans la catégorie de circuit avec beaucoup de relief et donc des virages à l'aveugle du relief. Quand ça aille sur les noms, on va surtout vous parler du triple gauche dans lequel il faut rentrer à fond. Et vu que c'était ma première saison, je pense pas être rentrée à fond dans le triple gauche avec la Caterham en 2019, honnêtement. Ensuite, on continue sur les circuits ballonnés, on enchaîne. Les non-charades, c'est quand même pas mal. Les deux, franchement, sont dans le même style. C'est-à-dire beaucoup de relief, des bonnes descentes où quand même derrière, il faut bien réaccélérer. Donc, il faut pas trop casser la vitesse. Mais vu que charade, ça tourne beaucoup, faut quand même freiner. Après, ça remonte pas mal, donc on est dans le même style de circuit que les noms. Après, on va à Dijon. On reste dans la continuité des circuits français un peu ballonnés. Donc pareil, je sais que cette année, je vous ai dit oui, je suis sortie d'emploi. En fait, c'est le grand virage qui est avant la grande ligne droite des stands. Et qui est un virage, pareil, on rentre très vite. Mais vu qu'il y a du relief, si on rentre pas bien, on sort. Tout simplement parce que... on va être entraîné par la gravité, tout simplement. Suivant les trajectoires qu'on va prendre, on peut se faire un petit peu entraîner et faire comme moi et se retrouver en tête à queue dans le bac à sable. Après Pau, par exemple, Pau, ça va être un circuit où je vais regarder des vidéos sur internet si j'y vais parce que j'ai jamais roulé dessus et que je connais pas. Ensuite, on retourne au Paul Ricard. Là, on commence à connaître la trajectoire. 3 heures de relais de nuit où on peut plus prendre les repères. Parce que voilà, par exemple, le Paul Ricard, c'est un circuit... contrairement aux autres où les repères vont pas être au bord de la piste, vont être à l'extérieur de la piste. Les repères, c'est quoi? C'est des points qu'on va utiliser pour savoir quand est-ce qu'on freine, quand est-ce qu'on tourne, quand est-ce qu'on accélère. Quand on est en track days, parfois on nous met des plots pour nous dire là, il va falloir penser à freiner. Là, il va falloir penser à tourner. Là, il va falloir réaccélérer. Et déjà, sur tous les circuits, comme vous le voyez en F1, on a des panneaux en fait avec les distances avant le virage. Et même à Manicourt, on a des sens, des petites flèches qui nous indiquent les virages. Comme ça, de nuit, vu que le circuit n'est pas très éclairé, on voit qu'on doit aller à droite si on ne se souvient plus d'où on est. Et de nuit, il y a des moments où on ne sait plus du tout où on est sur un circuit. Après, derrière, on termine par Albi, qui est vraiment le circuit le plus plat de France, je pense. Vraiment, genre, aucun relief. Dans les circuits qui sont en compétition. Là, quoi. Il y a une courbe qui est assez rapide, mais il y a plusieurs lignes droites. Et je connais pas les noms des virages, donc vous inquiétez pas, je vous dirai pas en débrief tel virage, mais je vous dirai genre au bout d'un endroit. Mais oui, quand je débriefe, des fois, je débriefe un peu avec moi-même quand je débriefe avec vous. Donc là, on a bien préparé notre saison, on sait où est-ce qu'on va, on sait quel circuit on a le plus à travailler que d'autres, on prévoit si on va faire un coaching, avec qui, suivant ce qu'on a besoin de travailler.
Donc si la voiture elle est chez un préparateur, la question qu'on va se poser c'est est-ce que il l'emmène et est-ce qu'il me fait l'assistance tout le week-end. Pendant un week-end de course, parfois pour des questions de budget, le pilote va venir tout seul et un petit peu tout faire, même si on trouve toujours de l'aide sur les circuits. Mais si vous avez un préparateur, vous allez peut-être choisir l'option qui vous emmène la voiture et qui vous accompagne. Donc vous allez voir avec lui quelle formule vous prenez, si genre il emmène juste la voiture et c'est tout, ou si vous accompagne tout le week-end, c'est-à-dire qu'il vous emmène la voiture en pré-grille, il s'occupe de tout, vous voyez avec lui combien de trains de pneus vous emmenez, et si vous n'avez pas de préparateur, vous allez prendre ces décisions avec vous-même. Par exemple, si vous êtes dans certains championnats, vous avez un jeu de pneus imposé, donc du coup, vous mettez, tout le monde met les mêmes pneus, donc vous posez moins la question. Peut-être après, vous pouvez prendre la décision de les changer un peu comme vous voulez, mais ça dépend des règlements. Par exemple, pour la Formule 2, ils ont un nombre de courses à faire avec les pneus ou à pas dépasser, je sais plus. Ça dépend vraiment des championnats. À chaque fois, vous allez lire le règlement, l'apprendre bien et prendre les décisions aussi en partie par rapport à lui. Vous allez décider de ce que vous emmenez en pièces de rechange. Par exemple, emmener un joint de culasse quand le moteur d'une Caterham a des problèmes techniques, ça peut être intelligent. Mais bon, ça va que c'est un Ford Kent, que c'est un moteur qu'on retrouve pas mal sur les plateaux. Je vise personne qui a oublié un joint de culasse, mais qui a quand même le courage de changer un joint de culasse sous la neige à Dijon. Donc si vous n'avez pas de préparateur, vous pouvez prendre un mécano en freelance. C'est-à-dire que c'est des personnes, par exemple, qui ont déjà travaillé en compétition, mais qui maintenant travaillent... soit dans un garage un peu plus classique ou dans totalement autre chose, mais qui continuent d'être présents sur les week-ends de course, que vous pouvez faire venir. Parfois, ils ont plusieurs pilotes et vous les payez juste pour s'occuper de la voiture. Sinon, vous pouvez emmener des amis ou vous pouvez trouver des bénévoles qui vont vous accompagner, mais on est quand même plus souvent sur la freelance parce que tout travail mérite salaire quand même. Les week-ends de course, c'est souvent vendredi, samedi, dimanche. Donc, suivant où est placé le circuit, vous allez arriver le jeudi en fin de journée ou le vendredi matin très tôt si vous avez coupé la route en deux. Donc le premier jour, ça va être l'installation et le côté administratif. Donc côté administratif avec votre responsable de championnat de plateau. Vous allez vérifier avec lui que vous avez bien payé l'engagement. Normalement, vous l'avez payé avant, mais il y a des mauvais élèves qui le payent le jour de la course. Vous allez voir avec lui. Vérifier tout l'administratif, signer quelques papiers, c'est-à-dire signer que c'est bien vous qui êtes dans la voiture, que c'est bien votre numéro de licence, que la voiture elle a bien son transpondeur. Ça, on n'en a pas parlé. Le transpondeur, c'est un petit boîtier qui est placé le plus à l'avant possible d'une voiture parce que ça peut jouer pour 1/10 de millième de seconde à l'arrivée et qui va permettre en fait au circuit et aux commissaires de piste, les commissaires de piste, c'est nos gendarmes sur un circuit, de savoir à combien on roule et où est-ce qu'on se trouve sur le circuit en temps réel. Et les temps qu'on fait autour et tout. Donc on va vérifier tout ça avec lui. Derrière, suivant le championnat, vous avez des séances d'essai, plus une séance d'essai comprise. Et si vous en voulez d'autres, vous allez aller voir avec l'organisateur pour en prendre d'autres. Vous pouvez les prendre à l'avance ou les prendre sur place. Vous allez voir aussi pour faire les vérifications techniques de la voiture. Donc là, c'est des commissaires techniques qui vont venir faire le tour de la voiture et vérifier que vous avez bien mis un coupe-circuit. Un coupe-circuit, c'est un petit interrupteur qui va permettre de couper le moteur électricité de la voiture. Donc si vous avez un problème, sauf si vous êtes vraiment inconscient, vous devez le couper. Ça va être le réflexe quand vous faites... C'est un réflexe à prendre quand vous faites une sortie de piste, vous devez couper le coupe-circuit de la voiture. Que le harnais est bien aux normes, que vous avez bien votre feu pluie, que vous avez bien un siège qui est aux normes, un réservoir qui est aux normes, plein de choses. C'est leur travail et ils connaissent, ils savent ce qu'ils ont à vérifier. Et vous, si vous avez bien suivi le règlement, normalement, il n'y a pas de problème. Donc vous avez géré votre hébergement, soit vous dormez sur le circuit en campant dans une tente, dans un camping-car, ou vous dormez à l'hôtel ou dans un camion, enfin comme vous voulez. Vous vous réveillez au petit matin sur le circuit, vous allez faire vos petites séances d'essai. Pendant les essais, vous pouvez faire des tests. Par exemple, vous pouvez faire des tests autant sur vos trajectoires que des réglages sur la voiture. C'est le principe des essais. Vous pouvez rentrer, sortir la piste comme vous voulez dans le temps imparti. Derrière, vous allez aller en qualif souvent, ou peut-être avant les qualifs ou après les qualifs, vous allez avoir le briefing. Le briefing, c'est le moment où le briefing, c'est le moment où le directeur de course, il a repéré les mauvais élèves déjà. Il a repéré ceux qui ont décidé d'agrandir le circuit, parce qu'on fait parfois des routes de course. C'est-à-dire que nous, on veut prendre une trajectoire, mais qui n'est pas sur la piste. C'est-à-dire dépasser... ça arrive même en F1, ça arrive même en MotoGP. C'est-à-dire que la piste qui fait déjà 15-20 mètres de large, au minimum, on trouve qu'elle n'est pas assez large et on veut aller au-delà.
on a le droit, parce qu'il y a des moments où quand on arrive à 3 voitures, on a en théorie le droit tant qu'on garde 2 roues du bon côté de la piste. Mais des fois, on est un petit peu gourmand et on dépasse un peu et donc là, on risque des pénalités. Donc pendant le briefing, on va revoir toutes les pénalités qu'on peut risquer, un stop and go, un drive-through, stop and go, on va devoir rentrer dans la pit lane, donc dans les stands, et devoir s'arrêter le temps que le commissaire a décidé. Drive-through, si je me trompe pas, je les confonds toujours et moi j'en ai jamais des pénalités donc je les sais pas. C'est faux, je suis pas rentrée à je sais plus combien de kilomètres/heure dans la voie des stands de Albi. Donc on doit rentrer et ressortir, donc ça nous fait perdre un petit peu de temps et un petit peu beaucoup de temps pendant une course. Voilà, donc on est prévenu, on revoit les drapeaux, drapeau jaune, on lève le pied, il y a un danger. Safety car, on lève le pied, on se met au rythme du safety car. Si on n'est pas premier, ben on se prépare à devoir faire comme au dernier tour du Grand Prix F1, à devoir dépasser le safety car pour reprendre notre position. Drapeau rouge, on rentre tout de suite. Je m'auto-vise, hein, j'ai première course, troisième course, j'ai oublié ce que c'était un drapeau rouge pendant les essais et je suis restée sur la piste. Ah, j'étais toute seule, j'ai pas compris. Je me suis fait un petit peu disputer. Après, il y a le drapeau jaune et rouge qui va nous prévenir qu'il se met à pleuvoir ou que quelqu'un a mis de l'huile, quelque chose, que l'adhérence a changé. Drapeau bleu, quand vous le voyez, c'est que vous traînez le cul et que les autres sont en train de vous prendre un tour. Et drapeau blanc, c'est que vous avez un problème technique, que vous êtes totalement à l'arrêt et que les autres vont vous dépasser. Mais si vous avez un problème technique, les commissaires peuvent vous le prévenir avec un drapeau noir avec un cercle orange. Je pense qu'on a... Et puis il y a le drapeau damier et le drapeau vert quand tout va bien, let's go. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des drapeaux, comme ça, si vous les voyez en caméra embarquée, vous comprendrez. Donc on a fait le briefing. À l'issue des qualifications, on va voir la grille de départ qui va se définir. Et pendant le briefing, on va savoir si on fait un départ lancé ou un départ arrêté. Départ arrêté, c'est ce que font les F1. Départ lancé, c'est on va pas se mettre en grille, on va se mettre en grille mais sans s'arrêter en grille, c'est-à-dire que les feux vont s'éteindre et tous les feux du circuit et tous les drapeaux des commissaires vont être agités au vert. Pour tous les départs, il y a 2 types de procédures. Il y a les procédures allégées et les procédures classiques. Procédure classique, c'est ce que vous voyez en F1, c'est-à-dire qu'ils emmènent les voitures en pré-grille, ils vont faire un tour où ils chauffent les pneus, ils s'arrêtent et le départ est lancé. En procédure allégée, donc vous partez de la pré-grille, où les voitures vont être mises dans les positions de la grille de départ. Vous arrivez sur la grille de départ, on vous cale, il y a juste les commissaires de piste partent, les feux s'allument et vous partez dans la lancée. Et en départ lancé, en pré-grille, on vous place, vous retenez votre voisin de gauche ou de droite, vous ne le perdez pas de vue. Une fois, à partir d'un certain virage, on va vous indiquer qu'il faudra vous regrouper, on se regroupe et à partir du moment où vous voyez un feu vert, vous partez. Et aussi en briefing, on va nous expliquer la procédure, c'est un safety car, à partir de quand on a le droit de dépasser les copains, quand est-ce qu'on n'a pas le droit de dépasser les copains. Donc là, on a tout fait, c'était la première journée, on a appris le circuit, on connaît bien la voiture, on a bien écouté notre directeur de course. Il regarde les vidéos, moi je veux pas qu'il me dispute pour le briefing de la saison. Veuillez m'excuser, j'ai oublié de parler du parc fermé. Le parc fermé, c'est après les qualifs ou après les courses. Les commissaires vont nous indiquer qu'on ne doit pas rentrer au stand ou au paddock, mais qu'on doit laisser la voiture dans un autre paddock que le nôtre, parce qu'ils vont faire des contrôles. Par exemple, c'est à ce moment-là qu'on va voir la pesée de la voiture et du pilote. Ils vont contrôler, par exemple, qu'on n'a rien changé, par exemple au niveau du limiteur ou des carburateurs, tout qu'on aurait pu changer, qu'on aurait pu retirer du lest. Ils vont faire des petits contrôles parce que, par exemple, une voiture qui était dernière en qualif et qui finit première, ça peut être bizarre, même si c'est possible. Ils vont faire des petites vérifications et parfois, ils peuvent garder les voitures 1 ou 2 heures. Et pendant ce temps, personne ne doit toucher aux voitures, même pas les mécaniciens, personne. Il faut juste sortir de la voiture, couper le contact et on part ou on reste s'il faut qu'il y ait la pesée. Donc là, on fait nos courses. Pendant la course, si on n'a pas l'Alphano, par exemple, on peut nous panoter. Ça, on peut aussi le faire pendant les essais et les qualifications. Le panotage, ça ressemble à ça. C'est un panneau sur lequel on peut mettre quelques infos, surtout notre temps au tour. Bon, évidemment, c'est le temps du tour d'avant parce que le temps que la personne ait l'info et le mette, c'est pas possible vu que la boucle de chronométrage est souvent au même niveau. Il peut nous mettre des informations, par exemple, on essaie de rentrer au box ou en endurance de rentrer au box. Ou par exemple, il peut aussi nous dire la position qu'on a parce que par exemple, si on a eu un départ où il y avait plein de monde, qu'on était en milieu de grille, savoir où est-ce qu'on en est, c'est pas forcément évident. Il pourra aussi nous dire les écarts qu'on a avec celui de devant, celui de derrière, si on se rapproche de celui de devant, qu'il ne faut pas qu'on lâche,
ou alors que celui derrière se rapproche, qu'il faut qu'on se bouge un petit peu pour pas se faire dépasser. On a fait nos 2 courses, on a été sur le podium à chaque fois, on n'a pas fini sur la dépanneuse. J'espère vraiment, je touche du bois, de pas monter sur la dépanneuse en 2022. On rentre, donc si vous avez un préparateur, bah, c'est lui qui rentre avec la voiture, vous rentrez chez vous, mais si vous n'avez pas de préparateur, et bah, vous chargez la remorque, vous rentrez avec la voiture, vous retournez bosser le lundi matin, et le lundi soir, vous déchargez la voiture et vous vérifiez tout, les plaquettes de frein par exemple, ça va être un truc entre chaque course qu'on va vérifier, même parfois entre la course 1 et la course 2, parfois entre les qualifs et compagnie, les pneus, est-ce qu'ils continuent la course, que des vérifications techniques à faire au fur et à mesure de la saison. Et vous allez surtout aussi débriefer de ce que vous avez fait, ce que vous auriez pu mieux faire, ce que vous avez fait de bien aussi, hein, parce que des fois on fait des trucs bien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle a répondu à pas mal de vos questions. Si vous en avez d'autres, les commentaires sont là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Si vous avez des questions au niveau moderne, je vous laisse aller voir le TikTok de Dorian. Je vous mets le profil là. Touk. Il répond à toutes les questions sur les compétitions modernes. Là, en ce moment, il est en train de disputer le trophée Andros. Et moi, je vous dis à très vite pour le premier entraînement de la saison, je pense. Sinon, la première course entre le tournage et maintenant, je le sais, c'est Manicourt. On reste en HVM, on reste en Historic Tour. Je vous dis pas encore le plateau, je vous dis pas encore la voiture. J'attends la prochaine vidéo pour vous l'annoncer. Allez, ciao, bisous!